Donc allons-y. Fatou vous a déjà annoncé la nouvelle. La commission de statistique de l'ONU a adopté le système de comptabilité économique environnementale pour les écosystèmes comme un standard statistique international. C'est une grande nouvelle parce que cela veut dire que les pays sont invités maintenant à s'engager de manière plus ferme, pas seulement sur une base volontaire, mais vont être amenés à s'engager dans la production de comptes. Ce qui a été annoncé le 5 mars, c'est que le standard statistique a été adopté parce que le nouveau cadre reconnaît que les écosystèmes fournissent des services importants qui génèrent des bénéfices pour les personnes. Par essence, ils constituent des actifs à maintenir, à l'instar des actifs économiques. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Il y a un souci des actifs. Un autre point qui est important, c'est que la commission de statistique a fait une distinction très claire entre les comptes en termes biophysiques et les évaluations monétaires des services et des actifs économiques. Le standard statistique concerne explicitement les comptes en termes biophysiques. Et d'après des commentaires qui ont été faits par la division de statistique, les évaluations monétaires des services et des actifs écosystémiques vont faire l'objet d'une continuation des recherches, ce qu'on appelle en langage de l'ONU Research Agenda, un agenda de recherche. Et aussi un point qui est important, c'est que en ce qui concerne les comptes biophysiques, le cadre général du SCEE écosystème, SEAE en anglais, ce cadre général va être accompagné de lignes directrices pratiques pour la mise en œuvre. Et ces lignes directrices vont s'appuyer sur les expérimentations qui sont menées à ce jour. Et donc, cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire va aussi contribuer à la mise en œuvre du système de l'ONU. Un petit rappel rapide maintenant sur ce que nous sommes en train de faire, la comptabilité écosystémique du capital naturel, selon le guide technique de la CBD. C'est une trousse de démarrage rapide, c'est-à-dire un ensemble de recommandations à la fois théoriques et pratiques pour mettre en œuvre les comptes biophysiques, donc du compte SCE écosystème. C'est un compte qui est, vous savez ça, je vais aller très vite, c'est un compte des flux et des stocks de ressources qui sont accessibles sans dégradation de l'écosystème. C'est un calcul de la valeur écologique en unité de capacité écosystémique, qu'on appelle UCE ou EQ, et l'établissement de bilan écologique. Et c'est aussi une série complète de tableaux comptables, et je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent ailleurs pour l'instant. Et puis c'est aussi un tutoriel qui permet de prendre en charge de manière très concrète la mise en œuvre de cette comptabilité. Donc voilà les schémas généraux. Alors, petit rappel, dans la comptabilité écosystémique du capital naturel, les services écosystémiques d'approvisionnement sont mesurés en unités physiques et enregistrés dans les tableaux d'usage des ressources du compte du biocarbone, la biomasse, et correspondent donc aux services d'approvisionnement en nourriture, en fibres, le textile, le bois, en énergie. C'est mesuré en tonnes. Donc, il y a déjà une grande partie des services écosystémiques qui sont enregistrés là, et qui sont enregistrés selon des nomenclatures qui correspondent aux nomenclatures standards de la statistique économique. Également, l'eau, en quantité et en qualité, avec ses usages de boissons pour le nettoyage urbain, l'irrigation, l'énergie, etc. L'eau, c'est un autre service écosystémique qui est enregistré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, service écosystémique fonctionnel? Il y a beaucoup de services écosystémiques qu'on ne sait pas mesurer en tonnes ou en mètres cubes. Ce sont les services qu'on peut mesurer de manière indirecte parce que ce sont des fonctions des écosystèmes qui, disons, rendent service. Donc, c'est des services de régulation, par exemple la protection contre les inondations ou contre l'érosion, les services d'auto-épuration des rivières. Donc ça, ce sont des choses qui vont se mesurer de manière indirecte. Et puis les services qu'on appelle socio-culturels, il y en a un très grand nombre, et qui vont se mesurer de manière indirecte. Et à chaque fois indirecte, ça veut dire qu'il va y avoir probablement une manière différente de mesurer le service par service. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement vraiment en faire l'addition. Et même si on les transforme en monnaie, comme essayent de le faire certains économistes, on arrive dans des situations où on compte les choses deux fois. C'est très difficile en plus. Et on ne fait pas vraiment des statistiques avec ça. Mais par contre, il faut connaître, les enregistrer.
Et on va voir dans l'exercice Kangaroo de cette semaine deux exemples de calcul de services écosystémiques socioculturels à partir des comptes que l'on aura produits précédemment. Finalement, donc ce compte de l'infrastructure écosystémique qu'on avait décidé d'appeler compte des paysages écosystémiques. Donc, on va garder les deux termes parce que bon, il y a un peu l'habitude d'utiliser infrastructure écosystémique, mais ça peut être les paysages. En anglais, ça marche bien, paysage, hein, c'est landscape pour ce qui est terrestre. On peut parler de riverscape en anglais et on peut parler de seascape pour tout ce qui est les paysages côtiers, les lagunes, les estuaires, les récifs de corail, etc. Donc, ce sont les paysages écosystémiques. C'est tout ça que l'on va traiter aujourd'hui et on va les traiter de manière à pouvoir voir un peu quel est leur potentiel à fournir les services fonctionnels. Donc, on va s'intéresser au potentiel. Donc, voilà la logique. Quels sont donc ces paysages? J'ai commencé à le dire, hein, ce sont des paysages, les paysages terrestres, les rivières. Donc, les paysages terrestres, on les mesure en hectares. Les rivières, on les mesure en kilomètres. Les paysages marins côtiers, on va les mesurer en hectares. Donc, paysages marins côtiers, c'est toutes les eaux côtières dont on peut observer le fond et cartographier le fond. Un peu que c'est une extension de l'occupation des sols. Hein. C'est les sols qui sont sous l'eau. Bien sûr, là, quand on s'éloigne de la côte, il y a un moment où le fond de la mer est beaucoup moins important que le volume d'eau. Mais tant qu'on est près de la côte, fond avec les algues, avec les herbes marines, avec les fonds vaseux, sableux, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes et qui se décrivent comme la couverture des terres. Le schéma général, vous vous souvenez, hein, on part du compte de la couverture des terres, on a un compte du carbone écosystémique, de l'eau écosystémique, là on a l'infrastructure, et on va travailler donc sur ce bloc selon le modèle général des comptes. On va faire un compte des stocks et des flux de base, un compte de la ressource accessible, un compte de l'utilisation de la ressource accessible, c'est là que l'on va voir les services, et à la fin de ces comptes, on va calculer deux indices, un indice de soutenabilité de l'utilisation pour savoir si l'utilisation est permise par le potentiel du système, mais aussi un indice de santé. Et la santé, on va la regarder, et ce diagnostic va reposer sur des facteurs de pression systémique de l'eau, de l'infrastructure pour calculer la capacité écosystémique totale, qui est un indicateur très utile pour la prise de décision politique. Pour faire les comptes, ces comptes sont en partie intégrés, hein, les comptes de la CECM sont intégrés, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de passerelles entre les comptes de l'infrastructure en eau. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Et la synthèse est faite par unité paysagère socio-écologique, UPSE. Des fois, j'emploierais CELU parce que c'est l'équivalent anglais, hein, c'est du Socio-Ecological Landscape Unit. Donc, toutes ces catégories d'unités sont bien définies et leur liaison est définie. On n'a pas, lors de la présentation, on a juste évoqué que l'on passe tout de suite à l'infrastructure écosystémique. On pouvait laisser pour l'instant les cellules, ceux qui veulent tenter l'opération, les calculer par eux-mêmes peuvent le faire, c'est faisable, c'est pas tant, on ne va pas le faire complètement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec le compte du capital naturel? On ne s'intéresse pas aux écosystèmes, en fait, on s'intéresse aux unités socio-écologiques, c'est-à-dire les écosystèmes avec l'homme dedans. Ça, c'est très important. C'est complètement cohérent avec la théorie écologique. Alors, ces unités, ce sont comme des entreprises en comptabilité économique, hein, ou des ménages, ou des organismes publics. Hein, ce sont des entités. Et on va déterminer si ces entités, elles sont en bon état ou pas en bon état. On va calculer leur valeur écologique à partir de paramètres biophysiques. Donc voilà ce que l'on fait. Donc les cellules ont une fonction qui est importante pour structurer l'ensemble des comptes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez eu lors de la première formation, il y avait eu Cédric Lardeux qui avait fait une présentation du projet stabilité écosystémique sur le plateau des Guyanes. Et donc, on a commencé par définir des cellules sur le plateau des Guyanes. Donc ça, ce sont les UPSE que vous voyez sur la carte là. Ce sont les unités. Chaque petite tâche, c'est une unité pour laquelle on fait les comptes et pour lesquelles on est capable de faire un diagnostic. Parce que ça représente
C'est un organisme vivant, c'est une municipalité, c'est une entreprise, c'est un système, c'est une voiture, donc c'est un système. On va pouvoir dire le système il est en bon état ou il n'est pas en bon état. C'est ça qu'on veut décrire, hein, voir là où ça va pas pour essayer de faire en sorte que la nature s'arrête. Hein, il faut d'abord savoir où. Donc quand on fait la comptabilité par UPSE, on peut dire où ça se dégrade. Donc vous voyez ici l'indicateur complet, l'équivalent du produit intérieur brut, mais en unité écologique, et qui vous donne une information qui est très détaillée, parce qu'on travaille avec des cartes. Ces unités, on va en faire le répertoire, donc on en fait un répertoire cartographique. Ce répertoire va prendre 2 dimensions. On va regarder la caractéristique en termes d'occupation des sols, d'utilisation des sols dominante. On va voir si c'est plutôt urbain, plutôt agricole, plutôt forestier. Donc ça, c'est une première caractérisation qu'on va donner. Ensuite, cette unité, on veut que dans les comptes, on veut intégrer la biomasse et avec les paysages. Et donc, il faut que l'on prenne en compte les caractéristiques de circulation de l'hydrologie. Donc, il faut que les UPSE, à un moment donné, s'inscrivent dans le découpage en bassin hydrologique. Et donc, c'est comme ça que c'est construit. On va faire l'intersection de données sur la couverture des terres dominantes, principales, et les bassins hydrologiques. Donc, il y a plusieurs façons possibles de faire. Et une façon simple que l'on a utilisée pour le bouclier des Guyanes, c'est de prendre en main le répertoire des unités hydrologiques, de donner une caractérisation par unité hydrologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les types de couverture des terres dominants, hein, ça veut dire qu'on va regarder ce qui est principal. Alors, par exemple, dominant, on va dire, bon, ben, s'il y a 25% plus d'urbain, l'unité, on va dire qu'elle est urbaine en termes de dominance, parce que l'urbain, ça marque très très fort le paysage. Pour l'agricole, on va dire plus de 50%. Hein, pour la forêt, on va dire, ben, on va prendre un tiers. Hein, pour l'eau, on va prendre un tiers. On va avoir, donc, on va se définir une règle, et la méthode de calcul est expliquée dans le précédent tutoriel Kangaré, hein, dans le module K2. Comment on fait cette sélection, cette codification, c'est expliqué en détail. Hein. On peut changer les règles. Hein. On peut dire on prend la forêt à 30% ou à 50%. On peut changer si on veut. Mais voilà, simple pour le faire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand on donne un type dominant, on va trouver des UPSE qui n'ont aucune de ces caractéristiques et qui vont avoir, par exemple, ici, une valeur 0. C'est-à-dire que rien n'est dominant dans cette UPSE. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est peut-être même les unités les plus intéressantes parce que c'est des unités qui sont un petit peu de tout. C'est souvent des unités qui sont en transition. Ça vaut la peine de les regarder particulièrement. Donc, on a le même nombre. Là, on a fait le classement à partir de la couverture des terres 1 en 6 catégories, mais on va avoir 7 types paysagers dominants parce qu'on aura un type en plus qui va s'appeler sans dominance, sans caractère dominant. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le Saga. Hein, vous voyez ici une carte donc de la Moldavie, hein, le pays de Kangaré. Les limites que vous voyez là, ce sont les bassins hydrologiques. Les bassins hydrologiques de niveau 10, c'est-à-dire assez petits. En gros, les plus petits, c'est de niveau 12, et les plus grands, c'est 2 ou 3. Mais dans le cas de la Moldavie, on a entre les niveaux 10 et 6, on a à peu près toutes les tailles. Tout ça, c'est la codification classique en hydrologie. On n'invente rien, on reprend le système de codification. Donc, vous voyez qu'il y a des couleurs. Si je regarde la légende, est-ce que vous arrivez à lire la légende? C'est en anglais. Hein? Rouge, ça veut dire c'est urbain dominant. Donc, il y a la capitale hein, qui est sur deux petits bassins. Et puis, il y a une ville qui est assez importante qui s'appelle Bender, qui marque bien. Et puis une ville dans le nord aussi du pays, dont j'ai oublié le nom. Vous voyez que la grande majorité, c'est de l'agriculture. La Moldavie est vraiment un pays agricole, hein. Il n'y a pas de doute. Vous voyez qu'il y a des zones de forêt, un petit peu de zones de végétation naturelle dominante, et puis des zones en gris-bleu, qui sont des zones sans caractère dominant. Donc, c'est pas très contrasté. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus contrasté. On l'a fait ça pour toute l'Europe. C'est très contrasté pour toute l'Europe. Mais voilà une représentation. Donc ça, on a notre répertoire de base. On peut dire maintenant, on va faire les comptes pour ces unités. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous voyez la table attributaire correspondante. J'ai des codes. Donc, le code bassin hydrologique, c'est le code de ces unités hydrologiques que l'on a extrait d'une base de données qui est formidable, qui s'appelle HydroShed, que vous utiliserez probablement quand vous travaillerez au niveau de votre pays. C'est une base de données qui a été faite par un consortium piloté par le WWF avec le USGS,
USGS, c'est le bureau d'études géologiques des États-Unis, mais ils font beaucoup plus que de la géologie. Hein. C'est une très grosse organisation avec des gros moyens et des grandes connaissances scientifiques. Et l'université McGill de Montréal, ils ont produit avec la navette spatiale le modèle numérique de terrain, donc le relief mesuré à partir des ondes radar. Et à partir de ce modèle numérique, ils ont reconstitué les bassins versants et les rivières. Donc c'est une base de données qui est absolument fantastique que l'on va utiliser. Donc il y a le bassin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le code du bassin qui est juste en dessous. Donc vous voyez, quand on s'intéresse à l'eau et qu'on veut décrire l'eau, comment elle coule, on a une idée de l'eau, le bassin, la ligne numéro 1. Le bassin, c'est des codes qui sont très longs, hein, mais le bassin IBA-CD de la ligne 1 va se jeter dans le next down de la ligne 1. Et vous avez un identifiant Pfaff-Tether qui est la codification qui correspond à cette organisation des bassins. Donc ce que l'on a fait là, c'est que l'on a rajouté des codes et on a rajouté les codes, on les a fait 2 fois. On a vu la codification en 2000, la codification en 2015. En fait, on a surtout besoin d'avoir une fois, hein, pour les premiers comptes, mais on pouvait faire les 2 puisqu'on avait les données. Et puis, vous voyez, on a commencé à extraire des données. Par exemple, les surfaces de couverture des terres, et on les a extraits de la même façon, en utilisant exactement la même procédure que pour les comptes des districts avec lesquels on avait fini l'exercice la dernière fois. Donc voilà à quoi va ressembler le fichier des unités paysagères socio-écologiques. On va enregistrer plein d'autres variables dedans. Je reviens donc, alors voilà, c'est ce que je vous ai montré sur Saga directement, et voilà le tableau. Hein. Et donc, ce qui est important pour enregistrer les données par la suite, hein, c'est bien d'avoir l'identifiant de la colonne A, ça c'est la carte d'identité, hein, de l'UPSE, et on va avoir des codes qui vont décrire la principale caractéristique. Maintenant, j'en viens au compte. Là, on va, dans la formation de décembre, on s'était concentré sur le compte qui est un peu à la base de tous les autres comptes, hein, le compte de la couverture des terres, qui était une matrice et que l'on a un peu transformé pour pouvoir l'utiliser, avoir différentes présentations. Hein, et donc, on a déterminé les flux de couverture des terres, la consommation, la formation, et on a vu comment on pouvait présenter des comptes nationaux, comment on pouvait présenter des comptes par district. On peut le faire par bassin hydrologique, on peut le faire par n'importe quel découpage. Donc ça, c'est le compte que vous avez ici, hein, le land cover account. Donc maintenant, on va travailler systématiquement par unité paysagère socio-écologique. Donc on va produire le compte pour ces unités. On ne va pas le faire aujourd'hui ou demain parce que je suppose qu'on sait le faire et ça serait répéter l'exercice qu'on a fait pour les districts. Mais donc c'est exactement la même chose, c'est la même extraction, la même séquence pour les bassins hydrologiques. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va regarder, ça c'est ce qu'on appelle c'est le compte de base. C'est dans le langage du système de l'ONU, ils appellent ça l'étendue. Alors l'étendue pour l'ONU, c'est la surface de couverture des terres. Donc ça c'est l'étendue, hein, dans leur langage. Ce que l'on a en plus, donc on a la même chose dans la CECN et on a quelque chose en plus, c'est qu'on a l'étendue des rivières. Et l'étendue des rivières, on va la mesurer d'abord en kilomètres et on va la mesurer en kilomètres avec les attributs habituels en hydrologie que l'on a récupérés de cette fameuse base de données HydroShed. Watershed en anglais, ça veut dire bassin versant. Donc basse, watershed, catchment, tout ça c'est la même chose. Hein. En français, c'est bassin versant, c'est bassin versant, c'est bassin fluvial. Voilà le genre de terminologie qu'on a, c'est synonyme. Hein. Et donc, on va voir ça c'est les variables de base de l'hydrologie que l'on a pour chacune des unités. Et on va le faire ce compte, on va le faire par classe de rivière. Alors, les classes de rivière, on peut le faire de plusieurs façons. On peut dire, on va prendre les classes de rivière par classe de débit. Hein, le débit, c'est l'écoulement par seconde, par classe d'écoulement. On va avoir les grandes, les moyennes, les petites. Ou alors, on va prendre les rivières selon ce qu'on appelle le niveau Strahler. On verra tout à l'heure comment ça
ça fonctionne ce niveau Strahler. Le niveau Strahler 1, c'est les petits ruisseaux dans la montagne, et le niveau Strahler 7, 8 ou 9, c'est le niveau Strahler du fleuve qui se jette dans la mer. Et petit à petit, le niveau Strahler augmente au fur et à mesure que les rivières se jettent les unes dans les autres, le niveau Strahler va augmenter. Donc, on peut avoir plusieurs manières de le décrire. On peut avoir les deux sans aucun problème, puisque c'est les mêmes rivières, c'est les mêmes objets. Ensuite, on va transformer ces longueurs en hectares, parce que quand on va vouloir intégrer ensuite les données pour calculer les potentiels, le potentiel des unités terrestres avec le potentiel des rivières, il va falloir que l'on ait une manière commune de décrire. Et la manière commune de décrire, ça va être qu'on va prendre les rivières, on va les décrire comme une série de pixels de 1 hectare. Et comme on a la couverture des terres en pixels de 1 hectare, on va pouvoir faire nos calculs sans se compliquer trop la vie. Donc voilà la logique. Alors ça, c'est le premier compte. Maintenant, on va calculer le potentiel accessible. Donc ça, c'est le deuxième compte. On fait la même chose pour le carbone, potentiel accessible de carbone, potentiel accessible d'eau. Ça veut dire que c'est pas toute la ressource, c'est la ressource qu'on peut utiliser sans dommage, sans l'épuiser. Et donc là, on va regarder on va calculer des potentiels, et on veut regarder si le potentiel, il se maintient dans le temps. Est-ce qu'il est toujours le même 20 ans après? S'il est toujours le même, c'est tant mieux. Sinon, on aura eu une perte de potentiel. Et on aura un potentiel pour la Terre, les écosystèmes, la composante terrestre, et un potentiel pour les rivières. Voilà la séquence des opérations. Donc tout ça va être un petit peu long. On va surtout se focaliser sur cette partie-là, sur la partie de gauche, qui est le potentiel des paysagers, donc le potentiel terrestre. Et si on a le temps, on va passer aux rivières. Les deux sont construits de la même façon, hein. Donc, ce qu'on regarde d'abord, c'est quel est le potentiel des unités terrestres qu'on a cartographiées dans le compte des terres, comment est ce potentiel en termes de biomasse. Mais c'est pas la biomasse toute seule. Ce qu'on veut savoir, c'est la biomasse, la quantité, mais corrigée du fait que cette biomasse, elle peut se reproduire toute seule, sans intervention humaine. Par exemple, si vous avez des arbres, normalement, les arbres, ils continuent à grandir même s'il n'y a personne. Si vous avez un champ avec du maïs, vous allez avoir peut-être beaucoup de biomasse, surtout si vous faites de l'irrigation, vous allez avoir beaucoup de biomasse. Mais cette biomasse, si vous arrêtez de cultiver le maïs, si vous arrêtez de l'irriguer, elle va tomber à pas grand-chose et le maïs ne va pas continuer. Il faut semer du maïs tous les ans, peut-être mettre des engrais, peut-être et sûrement faire de l'irrigation. Et donc, c'est une biomasse qui n'est pas... qui ne se soutient pas d'elle-même. Elle a besoin d'une intervention humaine pour se soutenir. Donc voilà le sens de cet indicateur qu'on avait appelé, et on a gardé le nom, parce que il y a eu des publications dessus, Green Background Landscape Index, l'indice de fond du paysage vert. Ça, on va calculer cet indice pour chacun des pixels de couverture des terres. Donc, vous allez voir la solution qu'on va utiliser. On va avoir donc une valeur de 0 à 100 pour cet indice, ou de 1 à 100. On va pouvoir l'additionner et on aura une valeur, donc une valeur paysagère de fond par unité paysagère socio-écologique. Donc, on va l'appeler la GBLV. Je m'excuse, il va y avoir toujours une petite difficulté avec les acronymes, parce que le Kangaré existe en français et il existe en anglais aussi. L'idée, c'est d'avoir exactement les mêmes données, et donc d'essayer, quand on arrive à s'y retrouver, d'avoir des acronymes, des codes qui soient compréhensibles pour les anglophones et les francophones. Donc, des fois, il faut faire un petit effort, mais ça permet d'avoir un outil qui fonctionne en français et en anglais. Je pense que c'est important aussi. Et donc voilà, le premier indicateur, c'est la valeur naturelle. Maintenant, si imaginez, vous avez des paysages avec une haute valeur naturelle, dans certains cas, les biologistes, les scientifiques vont vous dire, cette forêt, c'est une forêt de production, hein, donc oui, elle a 30 ans d'âge, elle n'est pas très vieille, elle croît bien, donc elle a une valeur GBLI qui est forte, mais les biologistes vont vous dire, oui, mais la biodiversité, elle est faible. Elle n'a pas eu le temps de s'installer vraiment. Mais par contre, il y a une autre forêt qui a le même GBLI, mais alors là, c'est une forêt ancienne et elle va avoir une haute valeur naturelle. Donc ça, on va prendre cette information en compte pour dire, ici, on a quelque chose qui a une valeur très importante, une valeur haute, naturelle,
Et là, on a une valeur naturelle moins grande. Alors, c'est important à faire, hein, parce que dans certains pays, par exemple, les valeurs naturelles hautes, on les trouve dans les territoires agricoles. Et donc, le territoire agricole qui va avoir une note assez basse en termes de GBLI va avoir une valeur, on appelle ça naturilis, il peut avoir une valeur naturilis importante. En général, la valeur est assez faible aussi, hein, la naturilis dans les paysages agricoles. Mais ce n'est pas vrai partout. Il y a des endroits où il y a certaines espèces qui ont trouvé à bien vivre et se développer dans des niches, dans des paysages agricoles. Donc, on a un potentiel en termes de biomasse soutenable, auto-soutenable, je dirais, hein, soutenable naturellement. On a un indice de valeur naturelle et on a un troisième indice qu'il faut prendre en compte, c'est la fragmentation. On traite de systèmes. Et dans ces systèmes, même s'ils ont une valeur importante, si vous avez au milieu une route, la route, elle va créer des problèmes. Elle va fragmenter, c'est-à-dire qu'elle va empêcher, elle va faire des difficultés aux espèces pour communiquer, pour circuler, principalement aux espèces animales. On a tous vu les espèces qui étaient écrasées sur les routes par les voitures. Mais il y a le bruit, il y a beaucoup de ça. La fragmentation est un souci important. Donc, on va calculer la fragmentation des UPSE. Donc, vous allez voir comment on fait. Quand on fait le produit de ces trois éléments, de ces trois valeurs, on va avoir quelque chose que l'on va appeler le potentiel net des paysages écosystémiques. Potentiel écosystémique net des paysages. Donc, on va pouvoir, et ça, on va le voir à plusieurs dates, on va voir comment ça évolue. C'est déjà un indicateur de synthèse qui est très puissant, qui vous renseigne déjà sur beaucoup de choses. Donc, ça va être le gros du travail de calculer ce qu'on appelle NLEP, NEP, l'équivalent en français. Maintenant, ensuite, en parallèle, on va faire la même chose pour les rivières. Alors, vous vous souvenez, les rivières, on a d'abord la longueur des rivières et on va regarder quel est leur potentiel, je dirais, quantitatif des rivières. Pour les paysages, c'était la biomasse soutenable. Qu'on va regarder, c'est quel est le potentiel en termes de débit des rivières. Donc, on va multiplier les longueurs de rivières par les débits par seconde. On verra plus tard le détail de la formule. Mais donc, on aura les petites rivières qui vont faire pas mal de kilomètres, mais qui vont avoir des débits qui sont un peu petits. Les grandes rivières qui feront peut-être moins de kilomètres au total, mais qui vont avoir des débits qui vont être importants. Et donc là, on a une mesure systématique de toutes les rivières. Alors, c'est important parce qu'on peut faire l'addition de ces mesures pour les grandes et les petites rivières. Donc, on peut faire plein de calculs après à partir de ça. Et comme je vous l'ai dit, cet indice qui est mesuré sur des longueurs, on va le transférer et on va le transférer en format raster de manière à pouvoir l'utiliser et le combiner par la suite avec l'indice sur la partie terrestre. Pour la haute valeur naturelle des rivières, on va faire à peu près la même chose que pour les paysages. Donc, on va l'appeler la NatRiv, c'est-à-dire qu'on va regarder, en fonction de ce que nous dit la littérature scientifique et qui est cartographiée, on va prendre en compte ce qui est important ou pas important. Donc, vous allez voir d'une manière simple de faire. On peut faire simple pour commencer. C'est déjà une information vraiment qui compte beaucoup et on peut raffiner si on a davantage d'informations, bien sûr. Mais on peut déjà commencer à le faire tout de suite. Et puis, on va essayer de regarder on va calculer aussi la fragmentation des rivières. Et on appelle ça frag-rive. Cette fragmentation, elle est aussi importante parce que quand on a des barrages sur les rivières, des grands barrages, mais aussi des petits barrages, ça crée des gros problèmes pour la rivière. Ça crée des problèmes parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont migrateurs, qui remontent vers la source des rivières pour se reproduire. Ces poissons ne peuvent plus circuler, donc il y a des pertes en biodiversité de poissons dans les rivières, qui est importante, en quantité de poissons. Et également, les rivières, les barrages, ça arrête l'écoulement des sédiments et ça crée des problèmes. Et en bout de course, ça va créer même des problèmes d'érosion côtière, parce que les plages que l'on a au bord de la mer, le sable, il vient en grande partie des rivières. Si vous bloquez l'écoulement du sable, vous laissez passer l'eau parce que vous allez faire un barrage hydroélectrique, vous laissez passer l'eau, mais le sable, il passe pas, au bout d'un moment, vous allez avoir de l'érosion côtière. C'est un des gros problèmes que l'on a partout dans le monde. Donc, on a deux indicateurs qui sont calculés en parallèle et ensuite, donc un, ça va être NLEP et l'autre NREP. Et ils ont le même format et c'est pour les mêmes unités. Donc, ce que je vous montre, ce bloc-là, c'est quelque chose qui va être calculé pour chacune des unités paysagères socio-écologiques.
Une fois que l'on a fait ce compte, on passe au troisième compte. Donc, le troisième compte, ça va être un compte où on va calculer, on va estimer un certain nombre de services, ces services fonctionnels, que l'on ne peut pas mesurer directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les mesurer directement? Si vous avez 1000 tonnes de maïs, vous allez dire le service de nourriture de mon écosystème en maïs, c'est 1000 tonnes. C'est enregistré dans les statistiques. 1000 tonnes récoltées, c'est fini. Ça, vous le savez. Maintenant, si vous voulez savoir quel est l'accès de la population à une nourriture qui est durable parce que les rendements des champs sont bons et parce que on n'a pas besoin, on n'utilise pas trop d'engrais ou pas d'engrais du tout, on n'utilise pas trop de pesticides ou pas de pesticides du tout, etc. Si vous voulez savoir quel est ce type de nourriture qui est accessible à la population, c'est pas suffisant de connaître les quantités qui sont produites. Il faut savoir si la population peut y accéder. Donc, il faut combiner des données sur la population et des données sur la nourriture, sur la production de nourriture, donc des données cartographiques. Un indice qui est important, le premier, c'est l'accès de la population au potentiel des écosystèmes qu'on aura calculé, qui va dire, par exemple, quand vous aurez l'indice pour une ville, vous allez voir là où les gens peuvent, disons, avec les méthodes qu'on va essayer de calculer, est-ce que les gens peuvent accéder à des espaces verts autour de la ville à moins de quelques kilomètres ou non. On a donc là bien une idée de services socioculturels que l'on va pouvoir mesurer à chaque fois en combinant des données de population avec des caractéristiques biophysiques. L'accès aux rivières, on peut voir aussi quel est l'accès des touristes à proximité aux paysages, par exemple. On peut faire toutes les combinaisons qu'on veut, d'accord? Aussi, il y a des services qui sont intéressants, c'est les services de conservation de la nature. Parce que, bien entendu, quand le potentiel écosystémique se dégrade dans une zone protégée, ça veut dire que la nature rend moins de services. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'on laisse le potentiel se dégrader, mais c'est un potentiel de protection de la nature qui est vraiment important à connaître pour les ministères de l'Environnement, par exemple. Ces services, vous voyez la liste, c'est AIP1 jusqu'à 99. On peut en produire autant qu'on veut. Il faut le faire quand on en a besoin, mais il faut pas espérer pouvoir les additionner. Mais c'est pas grave. On a une information précieuse que l'on peut faire et on peut créer des nouveaux services quand on en a besoin. Donc, maintenant, on va passer au dernier tableau qui est important, qui est le tableau qui va permettre de calculer IIP2, Ecosystem Infrastructure Internal Ecological Potential or Value. Donc, on va calculer un indicateur pour chaque écosystème. Imaginez que qu'on cherche à mettre des notes pour un étudiant. Donc, on a plusieurs disciplines, plusieurs matières pour l'étudiant, et on va calculer la note finale. Donc, on en est là. Donc, il y a une première partie où on va regarder l'intensité d'utilisation de l'infrastructure et en fait, on va comparer le potentiel d'aujourd'hui, de 2015 par exemple, au potentiel de l'année 2000. Et donc là, on aura un premier indice qui va décrire l'intensité d'utilisation, voir si ça s'est maintenu ou dégradé. Et puis ensuite, on va faire un diagnostic d'état de santé. Alors, l'état de santé, c'est quelque chose, c'est vraiment une approche de docteur, de médecin. Donc on prend tous les symptômes que l'on est capable de mesurer. Alors, il faut pouvoir les mesurer, Il suffit pas de dire que ça c'est important, ça c'est pas important. Il faut avoir les données. Il faut pouvoir les cartographier. C'est une des difficultés du travail. Et on va regarder un certain nombre d'indicateurs que l'on va combiner de la même manière que fait le médecin. Quand vous allez voir le médecin qui fait son diagnostic, il va regarder votre pression artérielle, vos réflexes, je sais pas pourquoi, la température, il va regarder vous poser des questions, et puis il fait un diagnostic. Il fait pas une statistique, il fait pas un total ou une moyenne. S'il y a seulement une réponse qui est inquiétante, il vous envoie à l'hôpital. Donc là, on a une approche de médecin. Et il y a des outils pour informatiser ça. Vous savez qu'on fait de plus en plus de médecine à distance assistée par ordinateur, de télémédecine. Et ce genre d'outils, on peut les utiliser pour faire le diagnostic de l'état de santé des écosystèmes. Donc là, ce que l'on va faire dans l'exercice, on va pas tout faire parce que vous voyez, tout ce qui est en beige, c'est ce qu'on aimerait bien faire et pour lesquels on n'a pas de données sous la main. Donc ça, c'est un problème. Alors, on va regarder comment ça fonctionne, comment on fait, puis on va faire une première estimation. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on va sûrement sous-estimer le mauvais état de santé parce qu'on n'aura pas regardé suffisamment
de symptômes. Quand on dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et on sait bien qu'il y a des problèmes. Mais donc, on va regarder ce qu'on peut avoir sur la vulnérabilité des systèmes, sur les risques d'extinction. Et puis, dans la poursuite du travail, on va peut-être, il va falloir qu'à un moment ou un autre, quand les comptes vont bien se développer, il va falloir qu'on retourne vers l'IUCN, par exemple, et de leur dire, bon voilà, vous avez des listes rouges, on va essayer de les faire parler pour avoir un indicateur que l'on puisse utiliser pour la comptabilité. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui sont descriptifs, mais qui ne décrivent pas les évolutions. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une dégradation? C'est le mouvement qui nous intéresse, le changement. Et donc, on va travailler là-dessus à la fin pour bien voir quels sont les problèmes. Et il y a des solutions, hein, donc des solutions qu'on peut mettre en œuvre, par exemple, plus facilement au niveau d'une réserve naturelle, d'un parc naturel, où il y a beaucoup de données collectées par les scientifiques. Là, on peut le faire peut-être. Au niveau national, c'est plus délicat. C'est pas sûr qu'on ait toutes les informations. Et au niveau international, c'est aussi délicat. Mais il y a des solutions, on peut travailler. Il faut d'abord poser le problème si on veut pouvoir le résoudre. Voilà ce que l'on va faire dans l'exercice. Hein. Ça, c'est les têtes de chapitre du document Kangaré que vous avez. Voilà le document Kangaré. Hein. Vous avez l'introduction et puis vous avez tout ce que je viens de vous expliquer en fait. Hein. C'est bien décrit ici. Si je vais plus bas, vite, et on va avoir les étapes du travail. Hein. Voilà. Donc, voilà les étapes du travail. Donc, c'est le plan de l'exercice. Donc, voilà, on va calculer d'abord le PENP. Hein. Ça va être le gros du travail. Et si on va assez vite, on fera la même chose pour la rivière. Après, la combinaison des deux, c'est facile. C'est juste une addition. C'est des choses qu'on sait faire maintenant rapidement. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout, de voir la synthèse. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose sur un bandeau en bas de mon écran. Oui, alors j'avais quelques indications. Le NLEP, il a été calculé pour l'Europe. Hein, vous voyez ce que ça donne pour l'Europe. Ça donne une carte qui est très contrastée. Hein. On voit les pays, la Suède, la Finlande, qui sont des pays où il n'y a pas beaucoup de population, en fait, et pas beaucoup d'agriculture, beaucoup de forêts et de paysages de landes, de broussailles, donc qui ont des valeurs assez hautes. On voit bien en France le Massif central, les Alpes, c'est assez vert, c'est moins vert. On voit bien, c'est une très très bonne caractérisation. Vous voyez qu'on a le GBLI, on a la haute valeur naturelle qu'on a calculée à partir des déclarations des systèmes de protection. On empile toutes les protections qu'il y a à un endroit et on regarde le total et on dit voilà l'importance que donnent les scientifiques et puis les ministères de l'Environnement, parce que pour que ça soit protégé, il faut d'abord que les scientifiques le demandent et qu'ensuite le ministère de l'Environnement dise on le fait mais ça coûte de l'argent. Donc, si c'est protégé, ça veut dire qu'il y a un intérêt, qu'il y a une haute valeur naturelle. On peut rajouter d'autres informations si on a. Voici la fragmentation. Le GBLI, on va revoir ça quand on va faire l'exercice. Donc, vous voyez que c'est une grille que l'on va calculer de cette manière-là, en prenant en compte le potentiel de chaque unité et son potentiel d'autorégulation, disons. Voilà l'idée, hein, la régulation biotique de l'unité. Et voilà ce que ça donne. Voilà les cartes de départ. On fait du lissage de données. Vous verrez pourquoi. On fait le lissage de données parce que, en fait, si une zone est protégée, c'est pas seulement pour elle-même, c'est pour protéger la région. Donc, ça a une influence sur la région. Et les animaux, ils savent pas que c'est protégé. Donc, ils vont y rester principalement, mais ils vont aussi se déplacer. Et puis, une zone qui est protégée, en bordure de la zone protégée, elle est un peu exposée. Donc, les frontières qui sont rigides, hein, les frontières qui sont très très marquées comme ça, c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est des choses qui sont plus floues. Hein, c'est ce qu'on appelle de la logique floue. Et on peut faire une estimation en faisant du lissage. Vous voyez à peu près ce que ça va donner comme valeur de GBLI et des changements. Voilà, je vous ai expliqué la logique de l'indice de nature. Hein. Donc, on a ce qui est vert et ce qui est moins vert, ce qui est désigné et ce qui n'est pas désigné. Donc, ce qui est vert et désigné, ça va avoir une très haute valeur, qui est dans le calcul, hein, avec Naturilis. Ce qui est moins vert et désigné, ça va quand même avoir une valeur. Ce qui est vert et pas désigné, ça a moins de valeur parce que c'est ce que nous disent les scientifiques. Et les valeurs les plus basses, c'est ce qui est pas vert et pas désigné. Donc, voilà comment on calcule le Naturilis. Hein. On prend des protections, on les combine et on va lisser aussi
Donc, vous voyez les effets de lissage sur les bords. La fragmentation, on reviendra là-dessus, parce que c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une méthode. La méthode qu'on utilise, c'est une simplification d'une méthode qui est très bien établie scientifiquement, qui a été utilisée à plusieurs endroits, qui s'appelle la effective mesh size, la maille efficace, la taille de la maille efficace, avec dans l'idée que, vous voyez, vous avez des lapins, et la taille de la maille va vous déterminer quelle est la probabilité qu'ils puissent se rencontrer pour faire des petits lapins. Donc voilà en gros la logique, et il y a un petit peu de mathématiques derrière cette logique. Donc vous voyez la manière dont on va calculer la fragmentation, on va la regarder différent, parce que la fragmentation interne à chaque unité, vous avez de la fragmentation qui va être avec un horizon plus grand, et de la fragmentation, une autoroute qui va avoir un effet sur l'ensemble d'une région. Donc, on va faire le calcul 3 fois, et vous voyez les résultats que ça donne de fragmentation. Ça vous donne 3 résultats selon les tailles de bassin versant, et on combine les 3 à la fin pour le faire. Voilà les résultats auxquels on va arriver. Donc, le NLEP, les changements selon dans la grille. Et ensuite, on peut extraire les résultats, par exemple les changements par UPSE ou par district. Voilà. Alors maintenant les rivières, comment on calcule les rivières. Donc on va voir aussi comment ça fonctionne sur les rivières, l'intersection des zones naturelles avec les rivières. Donc comment on extrait les données sur la haute valeur naturelle des rivières, la fragmentation des rivières à 3 niveaux aussi. Alors là, on règle un problème un peu compliqué de manière simple et qui a l'air de marcher. C'est qu'on va calculer la fragmentation, non pas rivière par rivière, mais bassin par bassin. Et on va le faire à 3 horizons de bassin. Donc, on aura une valeur pour les rivières d'un bassin qui aura donc un indice de fragmentation qui correspondra à l'état du bassin, c'est-à-dire à la possibilité du bassin d'échanger avec les autres bassins auquel il est relié. Donc, c'est aussi quelque chose qui est... ça prend un petit moment à faire, mais c'est pas très, très compliqué. Et si on a le temps, on le fera, ça vaut la peine, je pense. Donc, voilà ce que l'on fait, comment on fait les calculs d'indices de fragmentation et comment on va les transférer après aux rivières. Donc, les services de la population. Donc, voilà comment on va prendre la population avec la population dans le voisinage et on va multiplier par différents autres indicateurs biophysiques pour voir quelle est cette quantité écosystémique qui est accessible par les gens. Et donc, ça donne une information qui est aussi très, très intéressante. Et voilà, alors donc l'indice de soutenabilité de l'utilisation de l'infrastructure, on va le calculer comme le ratio entre l'indice de l'année courante et l'indice d'une année de référence qui va être 2000, puisqu'on n'a pas c'est la date la plus ancienne qu'on a dans l'exercice, qui veut dire que la valeur de cet indice pour 2000 va être par convention égale à 1. Donc, ce qu'on décrit, c'est en différentiel. La santé, bon, écoutez, je vous ai expliqué déjà ce que je voulais dire sur la santé. On regardera un indice publié récemment qui s'appelle Land Biodiversity Intactness Index, qui est intéressant, mais qui ne répond qu'à moitié aux questions qu'on se pose. Mais comme il est intéressant, on va essayer de l'utiliser. Donc, c'est un projet qui s'appelle Predict, qui est piloté par le Muséum d'histoire naturelle de Londres. Et donc, voilà, on reviendra dessus sur cette situation. Ça répond à moitié à la question parce que la date de référence, c'est pas l'année 2000. On aurait bien aimé avoir les changements depuis l'année 2000, mais c'est 1900 ou peut-être même une année théorique, ce qu'on appelle le climax en écologie. C'est une année avant l'existence de l'homme, disons. Donc, ça nous donne une idée du potentiel absolu, si vous voulez. Mais nous, on voudrait un potentiel relatif. C'est pas la même utilisation de l'expression potentielle. Donc, ça renseigne un petit peu, mais pas vraiment complètement. Mais bon, c'est ce qu'on a mieux peut-être aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir comment on l'utilise en se disant que quand on aura un meilleur indicateur, on fera mieux. Et donc, à la fin, on va arriver au tableau. Et donc, vous voyez, un tableau comptable, quand je vous disais que la CECN, une des caractéristiques, c'est qu'elle a un tableau, elle a des tableaux comptables. Voilà, ces tableaux sont complètement écrits avec les équations qui relient les composants entre eux. Donc, c'est codifié et c'est écrit vous avez les totaux. Et là, je suis désolé, j'ai un petit problème on ne voit pas bien le tableau. Je vais le remettre comme ça. Je pense que non. Je pense, vous voyez, on va jusqu'au bout. Et
Mais vraiment, le bout du bout, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on appelle la valeur unitaire interne de l'infrastructure écosystémique. Donc là, on a déjà une première indication sur le bon état des systèmes. Et on va combiner ça avec une évaluation des mêmes systèmes du point de vue de leur métabolisme en biomasse, en carbone, et une autre évaluation du point de vue de la circulation de l'eau. Vous voyez qu'on retrouve un peu là une manière d'évaluer des organismes. Hein. On a le système, on a le métabolisme, on a la circulation, et donc on peut arriver à avoir une évaluation écologique qui soit véritablement intégrée. Ok, donc on va, parce que j'ai trouvé que c'était commode cette façon de faire. Ça change un peu, mais c'est de ce que j'avais montré la première fois. Il y a plusieurs façons en fait, hein, mais celle-ci est assez commode. On va dans le répertoire corriger, corrected, corriger, K2 CELU UPSE, et on va chercher le fichier qui s'appelle CELU UPSE LC, donc celui que vous voyez en bleu surligné. Vous avez juste à cliquer et il vient. Vous double-cliquez, il est pris. Okay. Alors, j'avais fait une erreur. Là, il n'était pas dans le bon répertoire. Donc, une fois qu'on l'a chargé, on peut le sauver dans le bon répertoire. Donc, on fait Save As. On l'aura 2 fois le fichier. Et là, on le met dans le bon répertoire. Là, le bon répertoire, c'est celui qui s'appelle Exercice. Exercice qui a 2 cellules PSE. Le Corrected, normalement, c'est le répertoire pour moi. Le répertoire Exercice, c'est le répertoire pour les comment je vous appelle? Je vous appelle les étudiants. Vous avez exercice, corriger, input data, et les documents, c'est des documents. Ça, c'est autre chose. Input data, c'est les données dont on se sert. Corriger, c'est là où j'ai les corrigés. Et exercice, c'est là où vous avez vos corrigés. Les résultats de vos calculs, vous les sauvez dans l'exercice. Normalement, vous auriez dû calculer en décembre les cellules et les sauver ici. Et donc, j'aurais dû mettre le fichier dans exercice. Si vous aviez fait l'exercice, il y aurait été. Donc vous pouvez le sauver, comme ça les choses sont en ordre. Alors, on a les deux cartes, de Landcover. Si vous voulez voir les cartes que vous avez, vous pouvez faire Windows Cascade par exemple. Donc on va dans Windows, on peut faire cascade, on peut faire des tuiles horizontales, on peut faire des tuiles verticales. Donc ce qu'on fait d'abord, pour commencer, on va charger les grilles. Et les grilles, on doit les charger dans Input data, Landcover, la couverture des terres, et on a les grilles 2000 et 2015. Je fais Open, voilà, elles sont chargées toutes les deux. Si je clique simplement sur une des grilles, automatiquement, dans Data Source, on va dans le répertoire où il y a la grille que j'ai. Vous voyez, elle est en gris clair ici. Si je mets l'autre, c'est celle-là qui est en gris clair. Donc automatiquement, j'ai la grille. Donc je sais où je vais trouver les informations, et ça permet d'aller juste un peu plus vite. C'est une étape de moins, c'est directement votre navigateur Windows qui est accessible. Alors, ce que je veux maintenant, j'avais dit la légende. J'ai la légende en français, Landcover niveau 2 Saga. Je double-clique et ça y est. Elle est automatique, elle est rapidement. Je veux les cellules, ce que j'avais dit, c'était dans exercice, les cellules, donc le répertoire corrected, exercice. Donc c'est ce fichier-là qu'il faut prendre. Là, il est dans corrected. Maintenant, je reviens là. Donc, je vais mettre la légende pour les cartes. J'ai mes 2 cartes. Vous vous rappelez, les graduated colors, c'est quand on a des valeurs. Quand on veut mettre des codes avec des noms, etc., il faut mettre une classification, classified, pardon. Donc, graduated colors, non, ça ne va pas. Il me faut classified. Et là, j'ai classified, colors, type. Vous voyez, je suis dans Settings, Properties, Settings, type, Classified, et je vois en dessous table, il me demande quelle est la table pour le faire. Alors bien sûr, si je fais ça, ça va pas être joli. Donc, je vais chercher la table. Et comme je l'ai mise dans le projet, si j'appuie sur Workspace, je l'ai immédiatement la table. Et j'ai la table, je fais OK, et je fais si je peux. Et alors là, je vais être embêté. Je vais réduire un petit peu la taille parce que j'ai ce bandeau qui me cache. Donc, je fais Apply. Et là, vous voyez que j'ai ma carte avec les bonnes couleurs. Et la légende, j'ai la légende avec les noms en français. Je vais faire l'autre carte. Là, pour l'instant, vous voyez, j'ai les graduated. Donc, je veux Settings. Alors, on va reprendre la carte maintenant. On prend cette carte-là, par exemple. Vous voyez, c'est la carte, c'est marqué 01 ici, d'accord? 01 Landcover, etc. Property 01 Landcover.
Parce que ce qu'il faut toujours commencer par faire, ce qu'il faut commencer par faire quand on fait une manipulation sur une carte. La carte, c'est des données. Donc, il faut dire quelle est la carte que l'on veut transformer, rajouter quelque chose, etc. Donc là, je sélectionne la carte. À ce moment-là, j'ai les propriétés de la carte. Et que cette carte-là, les propriétés, ça correspond à ces couleurs de bleu à rouge. C'est pas les couleurs jaune, vert, rouge que j'ai sur la carte pour laquelle j'ai mis la légende. Donc, ça veut dire que la légende, elle n'est pas encore mise. Qu'est-ce que je fais pour mettre la légende? Donc, je suis dans Settings. Settings, c'est je sais pas pourquoi. Donc, c'est le paramétrage. On va à Colors. On est intéressé aux couleurs pour l'instant. On peut faire plein de choses là-dessus, mais on est intéressé à couleurs. On met Graduated Colors et on va changer Graduated Colors. On va aller à Classified. À ce moment-là, il vous met plus les couleurs de bleu à rouge. Il vous demande quelle est la table avec laquelle vous voulez faire la classification. Et c'est une table avec 5 colonnes de ce format-là. La première colonne, en fait, on voit des couleurs, mais c'est le code conventionnel pour les couleurs RGB, Red, Blue, Green, et ensuite, fait les descriptions de ce qu'on veut dire dans la légende et quelles sont les valeurs des pixels de la carte correspondante. La carte ne connaît que des pixels, la carte raster. La carte raster, elle ne connaît que des chiffres. Pardon, c'est des pixels qui ne connaissent que des chiffres. Et donc, il faut tout traduire en chiffres pour la carte. Et là, on a déjà préparé à l'avance un petit fichier. Alors, on va le voir ici. Ce fichier qu'on a été chercher dans le répertoire input data land cover. Vous voyez, alors, input data land cover, et le fichier, il s'appelle légende FR pour en français, land cover niveau 2. Je vais revenir après sur l'histoire de niveau. Donc voilà, ça c'est le fichier qui a été préparé et je l'ai fait monter ici. Si je le clique, je vais l'avoir une deuxième fois. Ça n'a aucune importance. Je le ferme, c'est pas grave, c'est le même fichier. Alors si je veux voir à quoi ça ressemble, vous vous souvenez le fichier qui est demandé par Saga, il demande une couleur, donc là c'est le code RGB de la couleur, il demande un nom, il demande une description et il demande une valeur minimum, une valeur maximum. Alors ces valeurs minimum et maximum, vous voyez, c'est 10, 21, 22, parce qu'on avait pris pour l'exercice des codes qui correspondaient. La Moldavie, c'est un pays européen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Et ce qu'on voulait, c'est faire une carte qui ressemble à la carte de l'Agence européenne pour l'environnement, qui s'appelle Corinne Landcover, et qui a le même genre de classe, plus simplifié. Et donc, on a une codification qui correspond un peu à ça. Et donc, vous voyez que le premier code, c'est 10. Le nom, là, c'est juste le nom. Là, c'est le nom avec le chiffre. Donc, 10, 21, 22. Donc, c'est niveau 2. On va dire niveau 2, ça va être avec 2 chiffres. Et quand on parlera de niveau 1, ça va être juste le premier chiffre. Parce qu'on va faire des cartes simplifiées tout à l'heure. Et donc, juste avec le niveau 1. Mais là, on est avec 2 chiffres. Et donc, on va lui dire que l'on veut exactement la valeur. On veut exactement la valeur 10. Donc, on lui dit minimum 10, maximum 10. On pourrait décider qu'on met une couleur pour de 10 à 30, par exemple. Si on met minimum 10, maximum 30, il mettra la même couleur pour les 5 premières classes. C'est la logique de ce petit programme. Ça s'appelle une lookup table, une table de correspondance. Donc, vous mettez à chaque fois le maximum et le minimum, puisqu'on veut que ça soit de 1 à 1, que ça se corresponde exactement. Donc, à chaque fois, la même valeur. Voilà comment on construit une table comme ça. Donc, ça, moi, je l'ai faite par avance. On va la fermer. Vous allez, clic droit, show, ça veut dire montrer en anglais. Hop, on veut plus la voir. Elle a disparu. Et donc, on va changer maintenant, je pense que c'est celle-là. Voilà, donc c'est celle-là, c'est ça qu'on veut changer. Donc, on va Graduated Colors, Classified. Alors, il nous demande avec quoi? Et on va lui dire, voilà, le workspace, c'est là où on est en train de travailler. C'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Comme on a chargé sur l'écran, on peut directement y aller. Ou sinon, on aurait pu aller le charger à partir du fichier, à partir de la source. C'est équivalent. Là, si je mets ça, je l'ai déjà sur le workspace et c'est fait. OK, d'accord. Alors là-dessus, on va voir à quoi ça ressemble. On va avoir nos UPSE. Alors les UPSE là, elles sont en vert. On peut changer tout ça, mais on va les mettre en transparente pour voir. Donc vous voyez qu'on a des UPSE. Donc nos unités de cellules UPSE, elles sont. On va regarder un petit peu ce que l'on a comme information. Vous avez vu le zoom, c'est le petit carré avec le rond là. En fait, c'est une loupe. Le dessin est pas très clair. C'est une loupe qui permet de grandir sur le carré. Et donc vous voyez ce que l'on a. Alors moi, je voudrais savoir un petit peu quels sont les codes. Quels sont les codes, ce que j'ai dedans. Alors je vais descendre dans les propriétés. Je me mets sur le polygone. Donc j'ai des propriétés et je vais descendre
label, c'est des libellés, label, les labels, attributs, et là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et vous voyez que si je clique, j'ai plein d'attributs. Alors, par exemple, si je veux avoir la surface, je mets surface en kilomètres carrés, par exemple, et j'ai la surface en kilomètres carrés. Vous voyez ce qu'on obtient? Vous pouvez voir une autre information, par exemple, je sais pas quoi, moi. Vous voulez voir la quantité d'artificiel. Ça, c'est le land cover, quantité d'artificiel. Et vous avez la quantité d'artificiel qui est pas très grande, en fait, mais voilà la surface artificielle par cellule. Vous avez le flux de land cover. Ça, c'est le flux 1. C'est le flux d'étalement urbain. C'est ce qui a changé entre deux dates. D'accord? Moi, ça fait quoi? Ça veut dire 10 ans. Ça fait 7 ou 8 ans que je travaille avec Saga. Donc, pour moi, c'est des choses qui vont de soi, et je fais encore des erreurs, comme vous avez vu. C'est un problème d'habitude. C'est comme de conduire une voiture ou de rouler à bicyclette. Quand on l'a jamais fait, c'est terrible. On pense qu'on n'y arrivera pas. Et puis une fois qu'on sait le faire, on n'y pense même plus. Donc prenez-le comme ça. C'est à peu près le niveau de difficulté. Il faut s'habituer un peu, et puis on y arrive. Donc on va continuer l'exploration des données d'entrée, et on va pouvoir les commenter au fur et à mesure. Et donc, vous les affichez, et puis en les manipulant un petit peu, on voit ce qu'il y a dedans. Maintenant, donc, ce qui était demandé, c'était d'avoir les limites de bassin versant. Donc, on va reprendre tout ça. Les limites de bassin versant, c'est dans Input Data. Voilà. Donc, ici, on a les Input Data. On a Hydroshed, IBAS, Hydrological Basin. Bassin hydrologique. C'est incroyable toutes les façons qu'on a de désigner les mêmes choses. Mais bon. Donc on a IBAS et rivière. Et les IBAS, c'est le code qui est donné en fait dans le fichier. Donc on va les appeler les IBAS entre nous. On va se rappeler que ça veut dire les bassins versants parce que les données sont codées comme ça, et puis c'est un petit nom, quoi. Et donc on va prendre des fichiers. Vous pouvez agrandir si vous voulez, c'est pas un problème. Donc on va prendre les fichiers qui vont s'appeler IBAS 6, IBAS 8 et IBAS 10. OK? IBAS 6, IBAS 8, IBAS 10. Alors on peut les prendre dans l'ordre si vous voulez, c'est pas un problème. Donc vous voyez, je double-clique et ça monte au-dessus. Donc là, on a les 3 niveaux de bassin. On va se faire un écran un petit peu plus grand pour voir quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? On va les afficher. Donc, l'IBAS 10, c'est le fichier qu'on utilise pour faire les cellules. Les cellules, ce sont des IBAS 10 avec un code de couverture des terres dominantes. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, voici l'IBAS 8. L'IBAS 8, c'est déjà plus. Si je mets l'IBAS 10, je peux mettre l'IBAS 10 par-dessus ma carte d'IBAS 8. Ce sont les, parce que bien entendu, là les IBAS 10, ce sont seulement ceux qui touchent à la Moldavie. C'est un peu plus grand que la Moldavie. On va regarder à quoi ça ressemble. Si je vais l'input data, c'est plus facile comme ça. Donc j'ai Administrative Division et j'ai GADM 36, c'est le nom d'un répertoire qui est fait par l'université de Californie. Il y a tous les pays du monde avec les découpages administratifs et avec les codes utilisés par les instituts de statistique. Et c'est vraiment très commode comme fichier. Et c'est gratuit, on peut télécharger tous les pays. Donc, on utilise ça. Et le 0, c'est pour le pays, ça veut dire le pays. Et 1, c'est les districts. Le code 1. MDA, c'est Moldova. 0, le pays, les districts. OK? Donc, si je fais ça, normalement, je vais le retrouver. Vous voyez, il est monté. Je l'ai fait monter là. Donc, je vais le remettre aussi par-dessus. Donc, vous voyez comment ça s'emboîte. J'ai le pays, j'ai le pays. Je vais le mettre. On va le mettre en transparent. On va mettre donc transparent. Et puis, je l'ai bien mis transparent. Outline. Là, outline, c'est le trait autour. On va le mettre on va changer. On va le mettre en rouge. Et la taille, on va mettre. Vous mettez 4, n'importe, juste pour qu'on le voit bien. Donc, vous voyez, là, on a les frontières de la Moldavie. Là, je me suis mis sur un onglet qui s'appelle, vous voyez, dans le manager, dans l'onglet Maps. Donc, dans l'onglet Maps, je suis et j'ai trouvé les cartes que j'ai produites. Donc, chaque carte, c'est un empilage. Là, j'ai empilé 3 cartes ensemble. Je peux en empiler 10 si je veux. Ça, c'est la carte du haut, les IBAS niveau 10. Et ça, je peux le faire apparaître ou disparaître en cliquant 2 fois.
Vous voyez, quand j'ai cliqué 2 fois, il y a une petite étoile, ça veut dire que je ne le vois pas sur ma carte. Voilà, je vais faire une chose, c'est tellement facile d'afficher les cartes qu'on finit par en avoir plein et qu'on ne sait plus où on en est. Donc, je vais fermer toutes les cartes. On les réaffiche comme on veut. Donc, le principe de Saga, c'est on double-clique sur une carte, sur le nom de la carte, et on a la carte, d'accord? Là, je l'ai fait pour la carte 01, la carte de l'an 2000. Si je veux faire, je peux faire la même chose sur la carte 2015, et si je veux faire une seule carte, comme un petit livre, avec des cartes empilées, je peux la mettre par-dessus. Vous voyez, soit new, soit une nouvelle carte. Si c'est une nouvelle carte, elles seront côte à côte. C'est de l'affichage, on ne touche pas aux données quand on fait ça. C'est de l'affichage. Maintenant, si je le mets par-dessus, je vais avoir les cartes empilées. Alors, on voit pas grand-chose là, mais on va faire un petit zoom et vous allez voir là, ce qui se passe. Maintenant, là, je suis dans data. Les données, c'est les données raster, c'est les données vecteurs. Et donc, c'est les noms des fichiers. Là, c'est les fichiers qu'on voit. C'est les fichiers qu'on voit. On en a deux. J'ai 2015 et j'ai 2000. Et si je veux voir la différence entre les deux, je vais faire, là, ce que je vois, c'est 2015. C'est celui qui est en haut. Est-ce que vous voyez les changements? On va le faire encore plus gros. Vous voyez les changements? Là, Normalement, oui. Hein. Là, je vois 2000, là, je vois 2015. On va faire encore plus gros. Là, je vois 2000, je vois 2015. D'accord? Vous voyez comment ça marche? Alors, si je ferme les deux, je vois plus rien, hein, mais je peux remettre. Alors, aussi, je peux dire, je veux voir je peux changer l'ordre, je peux changer l'ordre. Je mets 2000 en haut, d'accord? Si je veux avoir la carte affichée en entier, je vais sur ce petit onglet-là, Zoom to Full Extent, d'accord? Ça, j'ai la tuile sur laquelle on fait tous les calculs. Maintenant, je reviens. On veut voir la Moldavie? On va voir la Moldavie là-dessus. Et je peux la mettre par-dessus. Et donc, j'ai la Moldavie. Et vous vous souvenez qu'on avait on avait mis des traits comme ça. Donc là, j'ai la Moldavie. Ma carte, ça me plaît pas. Je la garde, mais je l'affiche pas. Et là, je l'affiche. Maintenant, on veut mettre les bassins versants, le niveau 10, les petits. 10, c'est petit, 6, c'est grand. Là, ça vient en dessus. Ah, ça vient trop au-dessus, je voudrais avoir la Moldavie par-dessus. Alors, hop, je bouge, j'ai la Moldavie par-dessus. Mais je voudrais voir ce que j'ai à l'intérieur du bassin versant. Alors là, on peut changer les couleurs. Pour l'affichage, on peut le faire partir d'ici, et je vais mettre transparent, et là, c'est transparent. OK? Donc, j'ai les frontières nationales, j'ai les bassins versants, j'ai le land cover à une date, j'ai le land cover à une autre date. Il faut faire par bassin versant. Alors, si la carte vous plaît, vous pouvez faire une chose, vous ouvrez un fichier, n'importe lequel, Word ou un PowerPoint ou n'importe lequel. Si la carte vous plaît, vous allez sur l'onglet ici, copie, donc clipboard, et vous allez sur cette présentation, c'est une page blanche, et aussitôt j'ai la carte. OK. Donc, et si vous voulez avoir la légende avec, vous affichez la légende et vous mettez copie légende to clipboard. Donc, si un jour vous avez à faire un rapport, vous voyez, là, je suis sous les cartes. J'ai maintenant empilé. On va se remettre en plein écran. Donc, en plein écran, je me mets sur Zoom to Full Extent. Okay? Là, je me mets ici et je vais maintenant chercher une autre carte. Donc, il faut que j'aille aux données pour appeler la carte. Je vais appeler le niveau 8 qui est plus grand. C'est des bassins qui englobent. Les bassins de niveau 10 sont tous à l'intérieur de bassins de niveau 8. Et les bassins de niveau 8 sont à l'intérieur de bassins de niveau 6. C'est des subdivisions à chaque fois. C'est complètement emboîté. Et donc là, j'ai fait une bêtise. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai mis une carte que je veux pas avoir tout de suite. Donc je la ferme pour pas, je vais l'avoir par-dessus. Superpose. On va la ranger un petit peu. On va la mettre transparente. Les couleurs, on va le mettre, je sais pas pourquoi, bleu. Pourquoi je voulais bleu, c'est marron. Donc, vous voyez ma carte. Et là, j'ai cette composition. Là, c'est un outil de composition de cartes. Donc, je peux décider d'enlever ça. Et vous voyez que la limite en bleu du bassin 8, là, elle correspond exactement aux limites de bassin 10. Les 10, c'est des sous-bassins du bassin 8. Maintenant, si je regarde par rapport à la Moldavie, vous voyez que là, je vais avoir les grands bassins qui y touchent. Des fois, ils y touchent un tout petit peu simplement. Mais bien sûr, ça fait un ensemble encore plus grand. Si je regarde maintenant les bassins de niveau 6, là, c'est déjà des très grands bassins. Et les bassins de niveau 6, je ne vois rien, je vais les mettre en dessous les bassins de niveau 10. Et niveau 10. Donc, vous voyez comment les bassins s'emboîtent. Alors, les bassins de niveau 6, c'est pas... on va mettre... donc, voilà les bassins de niveau 10 avec... donc, voilà comment ce découpage, c'est le découpage
hydrologique. Ça veut dire que l'eau circule comme ça. Hein, l'eau, elle coule avec la gravité et les rivières circulent selon ce schéma. D'accord? Alors, si vous voulez voir les rivières, on va voir les rivières maintenant. On va passer aux rivières. Donc, je vais prendre les rivières. Donc, c'est les rivières pour le champ le plus grand. Hein, puisqu'on va... et donc, si je retrouve mon manager, les données. Alors là, maintenant, j'ai un autre fichier. Vous voyez, jusqu'à présent, les fichiers shapefile qu'on avait, c'était des polygones. Les rivières, c'est des lignes. Donc, ce sont des lignes qui sont décrites aussi avec des attributs. Donc, je montre les attributs chauds pour les rivières. Et vous voyez qu'il y a des catégories, des longueurs, des valeurs de débit, etc., exprimées en logarithme, et un niveau, une codification Strahler, qui est on verra plus tard comment ça fonctionne, les rivières, cette codification. Donc, vous avez toute une série de renseignements qui sont fournis dans la base Hydroshed, excepte le niveau Strahler qu'il a fallu calculer, c'est Tony qui a fait le calcul. Il faut rendre à Tony ce qui est à Tony. Il y a un logiciel pour faire le calcul des codes Strahler. On va fermer la table des attributs parce que ça va faire trop de choses sur l'écran, mais on peut afficher les rivières. Alors, on peut continuer l'empilage. Hein. Et là, vous avez les bassins avec les rivières. Alors, on va essayer de faire les choses un peu plus propres. On va maintenant essayer de retirer, peut-être est-ce qu'on a besoin on n'a pas besoin du land cover, on n'a pas besoin de la Moldavie. On va commencer par prendre juste les IBAS, on les voit. Alors, on va zoomer. Les IBAS 10, il faut que je remette les properties. Black, c'est pas bon. On va mettre quoi? Donc, j'ai les bassins avec les rivières. Et vous voyez que les rivières se connectent bien. Hein. Donc, on peut utiliser ces rivières. Il est possible que dans les pays, il y ait des fois des bases de rivières qui soient meilleures. On peut changer la combinaison. Hein. Mais ça, c'est pour commencer le travail, c'est déjà très, très bien. C'est très bien documenté et on a des mesures des débits moyens des rivières, des débits sur 30 ans, qui est une information précieuse qu'on n'a pas toujours dans les bases de données nationales. Donc voilà, donc on a les rivières. Si on veut voir les rivières par niveau 8 ou par niveau 6, et vous voyez que les rivières de chaque bassin de niveau 6, elles se jettent en un seul point. Vous voyez ce point, il y a ce bassin-là et ce bassin-là, vous voyez que cette rivière-là et cette rivière-là se jettent dans cette rivière-là. Ça se jette ici. Ça, c'est le réseau hydrographique qui permet de faire tous les calculs après sur le débit des rivières. Et on va en faire. On fera notamment dans le compte de l'eau, mais on va commencer à en faire un peu dans le compte de l'infrastructure pour le calcul du potentiel des rivières. Donc, c'est un point qui est important dans la CECN, c'est que les rivières sont vraiment prises en compte. Et ça, ce sont c'est une base de données hydrologique. Hein. Donc, voilà vos rivières. OK? C'est des très gros fichiers, hein, mais c'est disponible pour la planète. Hein. C'est disponible pour la planète. C'est vraiment super intéressant hein, comme information. Et donc, vous voyez ce on peut mettre ça sur. Bon, voilà. Donc, si vous voulez faire une carte aussi, vous pouvez faire une autre carte. Les routes. Vous avez les rivières, vous avez les routes maintenant. Alors, on a les routes et les voies ferrées. Pourquoi? Parce que on a besoin de calculer la fragmentation. Et donc, on a fait un extrait. C'est des fichiers qui sont très volumineux. Donc ça, c'est un extrait d'un fichier qui s'appelle OpenStreetMap, qui est une base de données énorme qui est produite par des bénévoles pour toute la planète. C'est une base de données qui est très précieuse. Depuis très peu de temps, il y a eu un extrait qui a été fait, une version un peu simplifiée, plus légère, portée, qui peut être utilisée. C'est à peu près les mêmes données. Elle est moins lourde. Celle-là, elle est assez lourde à manipuler. Donc là, on a préparé les données. La préparation de ces données, il faut demander à un expert SIG c'est pas très compliqué, mais il vaut mieux qu'un expert SIG le fasse. C'est vraiment du travail technique de base. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. On revient sur Saga. On va fermer je crois que c'est ça, le petit bouton. Ah oui, vous avez les 3 petits boutons. Vous voyez les boutons là? Vous avez le bouton, c'est Show Manager Window, Show Object Property Window, Show Data Source Window. Là, si je fais ça, voilà, c'est encore plus rapide. Maintenant,
je vais fermer mes répertoires, je veux les routes. Et donc, j'ai le fichier shapefile des routes. Je double-clique, vous voyez qu'il met du temps à le charger, c'est aussi un gros fichier. Hein. Je fais le manager et qu'est-ce que je vois quand je vais dans les données? J'ai maintenant un deuxième fichier ligne. Donc, j'ai les lignes rivières et les lignes routes. Et on va empiler tout ça et puis ça sera plus simple après à commenter. Donc, voilà les routes. Alors, c'est les routes principales. Qu'est-ce qu'on fait pour les routes? On les met en rouge, d'habitude, les routes. Hein. Donc, voilà, on a les routes. Donc, c'est les principales routes que l'on a prises, hein, parce que sinon c'est gigantesque et puis c'est pas les mêmes problèmes de fragmentation avec les petites et les grandes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais on a commencé par les grandes routes. Donc, si je retourne à Maps ici, donc j'ai Main Road, Rivers, je peux ne plus voir les rivières. Là, je vois que les routes par bassin. Je peux voir les routes par Paris-Base-Nice, Paris-Base-Nice. Donc là, j'ai les routes qui viennent se superposer à ce que j'ai déjà, parce que j'avais déjà un petit peu de route dans le land cover. Je peux enlever le land cover si vous voulez voir les routes toutes seules. Ibas-10, on va le mettre en si ça va être mieux. Si la couleur me plaît pas, je peux aller à custom et puis j'aurai un petit peu plus foncé. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc vous voyez, ce sont les données. Si vous avez tout chargé, vous avez toutes les données pour demain. Alors on va essayer de sauver la session de travail. On va sauver la session de travail. Alors, ce qu'on va faire avant de sauver la session de travail, c'est qu'on va s'assurer d'un certain nombre de choses. Donc, on va plus s'intéresser beaucoup aux cartes. On va s'intéresser aux propriétés diverses. On va plus s'intéresser à data source. Voilà, on a nos données. Alors, ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous alliez en haut, sur data. Vous êtes tous sur data. Il faut vérifier quelque chose. Ça va nous simplifier la vie beaucoup par la suite. Je vais vous expliquer. Donc, on va simplifier. Alors, on va regarder, par exemple, ici. Donc, on va aller sur data et on va aller sur grid. Vous voyez, grid. Hein, dans setting, dans les paramètres, on va aller sur grid. Et là, on va voir le format par défaut de la grille. Et qu'est-ce qu'il propose comme format par défaut? Il propose le vieux format de Saga. Alors, on va plus s'en servir parce qu'il y a un format qui est beaucoup, beaucoup mieux, qui s'appelle le format comprimé, compressed grid file, avec le Z pour zip. Et donc, on va mettre ça. On va mettre compressed grid file. OK? On va juste faire ça. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que le format comprimé Saga, ça divise au minimum la taille des fichiers, des grilles, ça les divise par un facteur 100. Et des fois un facteur 500. C'est énorme la compression qui est faite. Et donc, ça vous permet d'avoir des fichiers qui sont plus petits. Et puis, ça fait une autre chose, c'est que dans le format traditionnel, vous avez un fichier, plus 2 ou 3 fichiers, plus 3 fichiers qui contiennent des données annexes, ce qu'on appelle des métadonnées. C'est par exemple les projections, des choses comme ça. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous sauvez dans l'ancien format, vous créez 4 fichiers. Donc vous avez vu déjà un petit peu les problèmes que l'on a quand on doit retrouver un fichier quelque part. C'est un petit peu embarrassant. Et donc, il vaut mieux pas avoir trop de fichiers. Et là, on a un seul fichier qu'on est comme ça. Donc, on fait bien ça. On choisit, on remplace, et ça va le faire pour toute la suite de la session. Hein. Vous n'avez plus à s'en préoccuper. Et on fait appliquer. D'accord? Je vais à data, et quand je vais à data, j'ai properties, setting. D'accord? Hein, j'ai des settings. Dans les settings, je descends. Hein, il y a les options, et je descends à grid. Et là, ce que ça me donnait par défaut, ça me donnait ça. Ça me donnait Old Extension, SGRD. Donc, je le remplace par le format Saga Compressed, Saga comprimé, Saga comprimé, Saga Compressed, Grid Files. Je choisis juste ça, d'accord? Et une fois que je l'ai fait, je fais Apply. Et donc, ça va rester comme ça maintenant. Là, pendant toute votre session de travail, Saga va fonctionner comme ça. Je l'avais fait faire à la précédente formation, hein, la correction, mais peut-être que vous avez réouvert un nouveau Saga et que ça a disparu. D'accord? Ça, ce sont toutes les valeurs par défaut. Donc maintenant, on va sauver le projet. Ce qui veut dire que quand demain on va commencer, on va juste avoir à ouvrir le projet. Et tous les fichiers, tout ce qu'on a fait là va revenir. Et donc on fait projet. Donc je vais file, en haut à gauche, tout en haut à gauche, file, projet, save project as, et je vais me mettre dans le bon répertoire. Donc vous êtes dans exercice, vous avez EECN, il y a deux projets, je ne sais pas pourquoi il y a des noms différents, mais peu importe. Donc, on va l'appeler K3, d'accord? Vous avez
Ah ben, c'est déjà fait. Je vais m'assurer que c'est bien fait. Projet Xlevas. Oui, j'ai le CECN, Kangaré, V3K3. OK? Donc maintenant, mon projet, il est sauvé. On va faire une dernière chose avant de se quitter. On va fermer le projet. Vous cliquez sur en haut à droite. Donc, est-ce que vous savez retrouver, attendez, avant de le faire, vous savez où retrouver le fichier qu'on vient de créer? PRJ. Il faut mieux savoir. Hein. Pour moi, ça va être. Je l'avais mis dans l'exercice. Il est ici. Vous voyez, c'est le fichier qui a été sauvé à 5h54 p.m. Hein, donc, il y a 1 minute. Donc, il est ici. Vous voyez le répertoire NK, donc Kangaré V3, exercice. Donc, on vient de le sauver dans l'exercice. D'accord? Donc, à partir de là, on peut le fermer. Il demande si on veut fermer. On lui dit oui, monsieur. Il ferme. Donc, maintenant, vous allez faire une dernière chose, et puis on peut bavarder 5 minutes. Vous allez aller dans le répertoire où vous avez tout Kangaré, vous retrouvez CECN Kangaré V3 K3. Un K3, c'est infrastructure écosystémique. Et vous double-cliquez. Et si ça ne marche pas, je vais vous faire quelque chose. J'espère que ça va marcher. Dites-moi si ça ne marche pas. Je suis en train de réaliser qu'il y aura peut-être un problème. On attend les réactions, mais normalement, jusque-là, ça marche? Ça a l'air de marcher, je crois. Non, c'est quand tu ouvres des fichiers Shapefile et tout ça, il faut le déclarer. Il faut le déclarer à Windows que tu veux l'ouvrir avec QGIS, avec Saga. Il faut lui déclarer que tu veux l'ouvrir par défaut avec Saga. Les fichiers gris et les fichiers Shapefile. Mais là, ça a l'air de marcher tout seul. Oui. Donc, vous voyez, demain matin, on a juste un clic et on est revenu là où on était aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a la couverture des terres, on a chargé la légende, on a mis la légende, hein, on a la couverture des terres. Alors là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que ça y était déjà. Alors, ce qui est important, hein, c'est que quand vous sauvez un projet, vous allez sauver les caractéristiques. Vous sauvez tous les détails, les couleurs, tout ça, c'est sauvé dans le projet. Si vous ne sauvez pas le projet, il faut repartir à zéro avec les cartes, remettre les couleurs, etc. Mais le projet, c'est un petit programme qui garde en mémoire tout ce que vous avez fait. On a les cartes de Landcover, on a les rivières, on a les routes, et on a des cellules, on a les 3 niveaux de bassin, on a aussi on avait le pays comme ça. D'accord ?